nous sommes ici ce soir en fait pour vous parler, pour vous présenter en fait la recherche à l'école d'art, à l'école supérieure d'art. Ça a été un souhait en fait du directeur et du directeur des études qu'on vous présente notre laboratoire de recherche. Quand je dis notre, c'est le nôtre, c'est-à-dire de certains enseignants, mais ça se veut être en fait de quasiment tous les enseignants de l'école, hein, c'est-à-dire enseignants théoriciens et artistes plasticiens qui sont censés en fait faire de la recherche en art pour les artistes plasticiens, je vais différencier ça comme ça, et sur l'art, je dirais plus pour les théoriciens. Euh, Bien qu'on puisse, les théoriciens, faire preuve de pratique théorique créative, ce que j'espère. Alors, l'objectif quand même, c'est que la recherche, ça existe depuis très longtemps, mais là, en fait, Diana et Mounir, voilà, on va vous en parler après. En fait, on a un PowerPoint que nous a fait Diana, magnifique. L'idée, c'est que ça soit pas que ce laboratoire de recherche soit le plus ouvert possible, que ça soit pas uniquement pour les enseignants, mais ça s'adresse surtout aux étudiants. C'est-à-dire avec l'objectif qu'on ait à un moment votre participation active. Donc, on reviendra un peu plus après là-dessus. C'est-à-dire que ce laboratoire de recherche, il existe parce qu'il y a des étudiants qui se sont inscrits à l'école et et en fait qui font de la recherche consciemment ou inconsciemment. Donc, on va d'abord vous parler un petit peu de l'histoire de la recherche à l'école, de manière assez brève. C'est pas forcément la partie, je dirais, la plus sexy pour prendre un terme à la mode. Et puis après, on vous parlera de deux contenus, en fait, de deux axes qui ont été décidés, en fait, choisis par les porteurs d'axes que sont Diana et moi-même. Et puis, parallèlement à ça, avec un programme qui est très riche aussi, qui travaille plutôt sur les liens entre la Réunion et le Japon via les notions d'insularité. Voilà, donc je pense que ça suffit. On fait des présentations et puis en fait, si vous avez reçu notre courriel avant hier matin, je ne sais plus, on disait on disait que ce serait sympa que ce soit interactif aussi à un moment. Voilà. Donc, Mounir. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais quand même, quand même essayer. Moi, je suis censé te dire l'historique du labo. À Pilab, oui, ça fait quelques années. Il me semble que ça a commencé autour de 2010, surtout. Je me souviens, il y avait Cédric présent, qui était qui était vraiment à l'origine du projet. C'était sous l'ère d'un directeur que vous n'avez pas connu, Alain Séraphine. Donc, les premières bases, ça a suivi un peu la création du DNCEP en 2004, autour de la thématique du paysage déjà. Donc, c'était sciences. C'était paysage et sciences du territoire. Voilà, paysage et sciences du territoire. Et déjà à l'époque, on avait tenté de trouver des moyens pour faire nos projets, c'est-à-dire nos projets à la fois théoriques et plastiques, puisque comme on est en école d'art, donc forcément, les produits, ce n'est pas juste des produits théoriques, c'est des projets aussi de vidéo. Ça peut être de la vidéo, en ce qui me concernait, ça peut être des livres-objets. On avait lancé un projet avec Cédric qui s'appelait Symposium à l'époque, qui était voilà, un livre-objet. Qui est accompagné de performances. Donc c'est quelque chose de c'est très ouvert. Il ne faut pas vous dire que c'est la recherche comme en université, c'est la recherche comme en école d'art. Donc, ça doit être dans la continuité de ce que vous faites.
C'est-à-dire qu'ici, on fabrique des objets matériels, sensibles, et qu'on en parle. Donc, après, qu'est-ce qui distingue finalement la pédagogie de la recherche? C'est peut-être une question un peu compliquée, mais moi, je dirais que normalement, en pédagogie, on sait déjà en fait, en pédagogie. En pédagogie, on vous transmet des savoirs qui sont déjà constitués. Donc, normalement, l'enseignant, quand il vous transmet des savoirs en pédagogie, c'est des savoirs maîtrisés, des savoirs arrêtés, alors que pour la recherche, on est dans un domaine qui n'est pas arrêté, quoi, c'est un domaine où on doit trouver, quoi. Comme l'indique le terme, c'est recherche. Donc, je dirais que il y a plus d'incertitudes dans la recherche, on se pose plus de questions, on a moins d'idées arrêtées, moins d'idées préconçues, et je dirais que c'est ça la grosse différence. Il faut défricher, en fait. Donc voilà, je laisse Diana dire le reste. Juste pour préciser, mais la recherche dans nos écoles, suite à l'intégration de nos écoles dans le LMD, c'est-à-dire que la capacité de nos écoles à délivrer des diplômes valant grade licence et valant grade master, c'est faite. S'il manque des chaises, on peut ouvrir dans le fond, il y en a d'autres. C'est fait à certaines conditions, de telle sorte que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche soit d'accord de délivrer, enfin que nos écoles puissent délivrer des grades de diplômes qui normalement sont délivrés par l'université. Donc il y a eu des discussions, il y a eu des aménagements. Et le ministère de la Culture accompagne financièrement la structuration de la recherche depuis des années dans nos écoles, de telle sorte que nos enseignements, les enseignements que vous recevez, puissent s'adosser à un laboratoire de recherche. C'est-à-dire que le niveau de l'enseignement et de l'exigence de cet enseignement qui nous permet de délivrer des diplômes d'État, en tout cas doit s'appuyer sur un niveau de recherche élevé, attendu, tel que ça le serait dans une université. Et ça a été vraiment à cette condition que l'université a accepté que les écoles dont le ministère de tutelle est le ministère de la Culture, et pas celui de l'enseignement supérieur, puissent le faire. Voilà, je voulais juste ramener dans l'histoire aussi cela. Je pense que je n'ai pas été redondant par rapport à ce que vous disiez. Non, c'est vrai que la recherche, c'est difficile. Donc... Mais du coup, on touche, chaque établissement touche de l'argent du ministère pour structurer cela, ce qui nous permet de monter des séminaires, ce qui nous permet depuis cette année, d'ailleurs, je regarde Cédric, parce que l'année dernière, on s'est un peu arraché les cheveux sur le financement de la pédagogie des arcs. On a une ouverture enfin du ministère sur le fait qu'on peut flécher les fonds qui sont alloués à la recherche sur des actions pédagogiques et pas uniquement sur des actions de recherche. Voilà, Wally. Juste pour revenir sur les relations entre université et école d'art, donc c'est vrai que c'est l'université traditionnellement qui fixe les critères de ce qu'est la recherche. Et souvent, quand on entend recherche et qu'on entend recherche difficile, on entend qu'il faut des prérequis. Donc, il faut avoir quand même, avant de se lancer dans de la recherche, des savoirs, comme je disais, qu'on vous a transmis dans la pédagogie. Puis ensuite, avec ces savoirs-là, sur cette base-là, tenter de voir, et c'est là où c'est difficile, voir les limites de ces savoirs-là. C'est-à-dire, vous n'allez pas redire ce qui a été dit normalement dans la recherche. Donc, on aura tendance à vous orienter vers des sujets nouveaux ou vers des problèmes qui n'ont pas été résolus. Après, c'est vrai qu'en art, c'est un peu plus compliqué d'identifier c'est quoi un problème non résolu.
puisque on a l'impression qu'on fait les choses intuitivement, que des problèmes ne sont pas... enfin, il y a un exemple qui est assez simple à prendre, c'est celui des mathématiques. Voilà. En mathématiques, il y a des problèmes non résolus, donc les mathématiciens se penchent dessus des années, des décennies, parfois des siècles, hein, et certains arrivent à les résoudre. Mais en art, on n'a pas de choses comme ça. On n'a pas des problèmes clairement identifiés à dépasser. Donc, c'est ça qui fait que, au vu des critères universitaires, il est un peu plus compliqué de dire en quoi ici en art on fait de la recherche, puisqu'on n'a pas de problème identifié, on n'a pas de consensus fort autour des questions. En fait, il y a chacun dans son coin imagine ses problèmes, chacun avance dans son coin. Il n'y a pas de communauté aussi soudée que celle des scientifiques. Où en gros, les scientifiques ils savent très clairement quels sont les problèmes en cours. Ils savent, voilà, eux, ils savent, comme on dit, c'est des savants. Voilà. Juste une petite parenthèse, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que Mounir raconte, hein. Voilà, on passe la parole à Diana. Mais ça serait échange, débat après. Voilà. C'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, Mounir lance un vaste débat. Moi, je vais revenir là vraiment sur la présentation du laboratoire et peut-être qu'on pourra aborder justement ces questionnements sur la recherche en art qui, voilà, depuis une vingtaine d'années, nous travaillent. Alors, je vais reprendre à partir de ce qu'a dit Mounir, effectivement, parce que quelque part, il a un peu synthétisé l'histoire de la recherche à l'ESA, qui existe de longue date, comme vous l'avez compris, depuis effectivement la création du DENSEP. Ce DENSEP qui a donc une mention paysage, et vous l'aurez compris, voilà, vous qui est inscrit pour certains depuis quelques années, l'école l'ESA Réunion, effectivement, entretient comme ça un rapport au paysage qui est un de nos sujets comme ça de prédilection, et cela même en raison aussi du rapport privilégié de l'art au paysage à La Réunion plus globalement. Alors, effectivement, 2004, c'est un peu la première étape. En fait, la recherche, elle a toujours existé, pas toujours sous la forme de Happy Lab, puisqu'il s'agissait d'une plateforme de recherche. Beaucoup d'enseignants y ont contribué. Chacun a apporté un petit peu chacun y ont mis de leur contribution, et quelque part, on hérite de tout cela aujourd'hui. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, depuis 2013, il y avait eu la création de la plateforme de recherche, le laboratoire, qui avait mené pas mal de projets déjà à l'époque, notamment les colloques en lien avec l'université. Et depuis 2018, donc, nous sommes devenus une unité de recherche, et notamment, c'est la volonté de structuration du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, Happy Lab, art, paysage, insularité. Alors, il faut que je sois dessus. Peut-être rapidement vous présenter les objectifs qui étaient un peu les objectifs de départ quand nous avions candidaté justement pour la structuration en unité de recherche. Structuration du laboratoire, évidemment développement et valorisation de la recherche, adossement de la recherche à la pédagogie du second cycle, mutualisation et coopération avec divers établissements, les écoles d'art, mais aussi les universités, les institutions, les associations, et effectivement un rayonnement à l'international. Ça correspond si vous voulez, tous les objectifs de toutes les écoles d'art en France, quelque part. Alors, concernant la composition de l'unité de recherche, si on fait ce point-là aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte que ce n'est pas toujours très clair justement pour les étudiants. Qu'est-ce que c'est qu'Happy Lab? Ça concerne qui et comment ça fonctionne? Donc, c'est vraiment cette idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'unité de recherche Happy Lab se compose d'enseignants-chercheurs, des étudiants du second cycle
qui, pour la plupart, voilà, ont déjà appréhendé la notion de recherche, et notamment ça se fait via les arcs, et puis également à travers leur recherche et l'écriture de leur mémoire. Ensuite, évidemment, le directeur et le directeur des études, le coordinateur de la recherche, les porteurs d'axes, pardon, on ne m'entend pas très bien, et différents membres associés, voilà, qui rejoignent le laboratoire sur demande, en fait. Donc, ça peut être des artistes, des designers, des chercheurs, voilà, des théoriciens qui sont parfois amenés à intervenir au sein de l'établissement. J'ai mis les différents supports de diffusion, les éditions, vous en avez peut-être vu déjà au centre de documentation. La revue Magma, qui est toute nouvelle, hein, qui est en cours de création, et donc j'espère qu'on aura l'occasion de la voir sortir en début 2023. Voilà. Et le site internet, voilà, qui est une plateforme comme ça de ressources à propos des projets de la recherche. Je poursuis, mais vous pouvez m'arrêter hein, si jamais vous voulez compléter. Alors, l'idée, voilà, c'est de vous parler un petit peu de cette organisation, des différentes instances du laboratoire et donc des organes de consultation, quelque part. Il y en a 3. Le conseil scientifique, qui, en fait, est composé d'un comité d'experts qui nous aide à conduire la politique et l'orientation du laboratoire, donne des avis sur les projets, mais pas que des avis scientifiques, même parfois des avis sur le financement, voilà, de la recherche, sur des questions plus techniques aussi, des questions administratives. Le bureau de la recherche, qui est composé du directeur, du responsable de la coordination, des responsables d'axes de recherche. Et puis, dans ce bureau de la recherche, régulièrement, effectivement, il y a différents enseignants ou même parfois des étudiants qui peuvent y prendre part selon les projets, justement. L'Assemblée générale qui, en règle générale, se rassemble une fois par an, même si elle n'est pas obligatoire, et elle concerne la grande majorité d'entre nous, justement. Les membres associés y compris, bien sûr. Je vais peut-être un peu vite. C'est bon ? Alors, on voulait vous rappeler la liste des membres du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique actuellement est Marcus Arnold, que peut-être certains d'entre vous, non, je ne suis pas sûre, aviez connu, qui est actuellement professeur à l'université de Cape Town et qui est un spécialiste de littérature, et notamment de littérature mauricienne. Michel Collet, que vous avez pu croiser peut-être, puisqu'il a déjà été membre de jury, qui est performeur, donc théoricien de la performance et des avant-gardes. Nicolas Géraudou, pour le coup, vous le connaissez, puisqu'il enseigne la littérature pour les étudiants de cycle 2. Catherine Morel, qui est architecte et directrice du CAUE de La Réunion. Pascal Obolo, artiste plasticienne vidéaste, mais surtout rédactrice en chef de la revue Africada. Et pareil, qui vient assez régulièrement dans l'île, et on a pu effectivement la rencontrer lors du séminaire organisé à la Cité des Arts, il y a 15 jours déjà peut-être. Et enfin, Geneviève Potin, responsable de la culture et du patrimoine au TCO, justement. Voilà. Alors, les orientations du laboratoire, on va dire que les lignes de recherche, on a un peu restructuré les lignes de recherche. Donc, elles sont concentrées en 2 axes. L'axe 1 développé par Pounia, l'axe 2 développé par moi-même, et puis ce programme de recherche qu'on a déposé l'année dernière et que Mounir pourra développer. Je laisse la parole à Colette.
Oui, donc alors moi, je vais présenter l'axe. Alors, c'est en 1, mais en fait, ça peut être le 1 ou le 2. Il fallait bien commencer par un. Que j'ai intitulé Pensée plastique des insularités. Juste peut-être une petite parenthèse, les porteurs d'axes, nous ne sommes pas là ad vitam aeternam. En fait, ça peut être sur 2 ans ou 3 ans. Donc, au bout de 2 ans, nous sommes amenés, en fait, on est amené à tourner, en fait, pour une richesse, je dirais, de point de vue, une richesse d'idées. L'insularité, les insularités, je m'en suis rappelé il n'y a pas très longtemps. C'était en fait une des thématiques de ma recherche quand j'ai soutenu ma thèse en 1994. J'imagine que je suis la plus vieille d'entre vous, enfin je vais dire la plus âgée d'entre vous ici. Voilà. Je suis une enfant de, je dirais, mai 68. Mai 68, où a été créé, pourquoi je le dis, la première fois que les arts plastiques se sont enseignés à l'université. Donc, c'est une date importante pour, en tout cas, l'entrée des arts plastiques à l'université. Alors, pensée plastique, en gros, alors je vais vous citer une petite phrase, une citation de Pierre Francastel, qui est lui aussi un sociologue assez âgé, pas un sociologue contemporain, qui à un moment a écrit que l'œuvre d'art est un objet plastique produit par une pensée plastique distincte de la pensée technique ou scientifique. Voilà, bon ça, je crois que vous l'avez sous les yeux là, dans un bouquin en fait qui est peut-être devenu un peu désuet, peut-être un peu obsolète, mais en même temps, ça éclaire en fait sur toute une. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur l'art du 19e et au 20e siècle, et donc c'est une référence pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant, mais qui éclaire sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je disais que ce que j'entends par pensée plastique, je tenais à ça. Et des insularités, c'est en quoi les formes de l'insularité peuvent influer, ou en quoi cette notion d'insularité, qui est une notion abstraite en soi, peut donner forme, en fait, peut informer les œuvres avec les caractéristiques qui font l'insularité. Donc, moi, à l'époque, dans le petit texte, je ne sais pas si on a le même, parce que j'en ai écrit plein, enfin, des fragments, j'ai écrit que j'avais, moi, une image de l'île en tête. Donc, je parle là de représentation mentale, qui est celle d'une île que je vois comme un labyrinthe, qui joue de sa situation géographique, qui joue de sa topographie, d'un labyrinthe qui est à la fois naturel. Là, je fais écho tout simplement à la géographie, à la géologie de l'île. C'est-à-dire qu'une île est par définition une sorte de discontinuité physique, puisqu'elle est entourée d'eau, mais en même temps, la spécificité de la nôtre, je dirais par exemple à La Réunion, c'est que non seulement il y a une discontinuité terrestre autour de l'île, elle n'est reliée à aucune autre terre, mais en même temps, à l'intérieur de l'île est marqué par de la discontinuité. Je fais référence là à quelque chose de bien précis, je pense aux ravines. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le tour de l'île et qu'on voit les ravines, ce sont des creux, comme des traits discontinus en fait dans le paysage insulaire. Donc l'île est aussi liée à son histoire et à sa construction sociale. Ce que j'ai rajouté après, donc ça peut paraître un petit peu en vrac, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est pour comprendre l'île, c'est que une réflexion
qui m'avait été faite lors d'un échange avec un chercheur, mais c'était un chercheur cagnard, hein, pas un chercheur universitaire, Gérard Chopinet, qui à un moment m'a raconté qu'il voyait, voilà comment il voyait la population réunionnaise, c'est-à-dire que le corps humain du Réunionnais, il est paré d'un vêtement occidental sur une peau indienne ou asiatique qui recouvre une chair intérieure de l'Afrique noire, d'accord, et qui a été chez nous complètement refoulée dans notre histoire. Et en ce sens, c'est pour ça, en fait, cette espèce de superposition d'épaisseur de peau qui recouvre une chair, qui est une chair de l'insulaire, mais qui est une chair de tout être humain, qui est celle, du coup, de nous faire vivre dans une île, en fait, de la complexité, et qui, en plus, dont la population, mais pas seulement l'humain, mais que ce soit l'humain ou le végétal ou l'animal, qui s'est développé, en fait, par croisement de juxtaposition. Donc ça, c'est une idée qui m'intéresse. Ce que j'avais développé dans ma thèse, à l'époque de ma recherche, je m'étais particulièrement intéressée en fait au croisement des arts et des cultures. Alors, ce n'est pas forcément un processus de croisement, ça n'existe pas qu'à La Réunion, mais je dirais un peu partout dans le monde, mais nous sommes une île et pour les chercheurs, nous sommes un laboratoire. C'est tout petit et donc les formes qui sont issues de ces croisements par juxtaposition sont peut-être beaucoup plus visibles. Voilà. Donc, dans cet axe de recherche, il va s'agir de mener des recherches en art. J'ai déjà tout à l'heure parlé de la différence que je faisais et des recherches sur l'art qui travaillent en fait la question de nos représentations des îles en général, de notre territoire insulaire en particulier, et évidemment en fait en interrelation avec l'archipel india-océanique, sa métropole française et européenne. Parce que la définition de l'île première, qui dit que c'est un espace clos entouré d'eau, a fait que dès l'origine, l'île, en fait, a le paradoxe ou une espèce de contradiction, c'est que l'île a toujours été en relation. L'île a développé pas seulement la notion, mais la pratique de la relation. Évidemment, parce qu'à l'époque coloniale, mais de toute façon, nous sommes toujours en relation. Alors ça m'amène justement à vous parler de cette différence qu'il y a entre deux notions qui se rapportent à l'île, la notion d'insularité et la notion d'îléité, c'est-à-dire, alors on va faire simple aujourd'hui, hein, ce sera soit dans le cadre d'ARC ou de vos projets à vous ou de nos projets en commun, la notion d'insularité, pour donc faire simple, est surtout définie par sa dimension géographique, physique, d'espace physique, qui implique en fait notamment la notion d'isolement, la notion d'enclavement. Je fais juste une petite parenthèse. Là, il y a une étudiante de 3e année qui fait tout un travail sur la montagne et c'est son motif dans lequel elle a habité, qu'il habite, et on a beaucoup parlé à propos de son travail la dernière fois quand elle nous l'a montré, qu'on se sentait enfermé. Et donc, cette notion d'enclavement, c'est vrai, on a tous fait cette expérience quand on a été en montagne, notamment, je ne sais pas si vous vous retrouvez à la plaine des Palmistes ou bien à Elbourg, d'avoir que des montagnes autour de vous, vous savez, et puis donc on a cette sensation d'enclavement. Alors pendant longtemps, ces notions d'isolement, d'enfermement, d'enclavement ont été des notions liées à la petite
petitesse de l'île qui parfois ont influé aussi sur peut-être la petitesse de notre cerveau, peut-être, hein, voilà, c'est un peu provoque ce que je raconte, mais pas tant que ça. Et puis donc, et en même temps, l'île n'est pas que dans sa représentation physique. Je veux dire, il y a aussi nos représentations, c'est-à-dire dans le rapport de l'humain au paysage insulaire, paysage au sens large. Quelles sont nos représentations que nous faisons de l'île dans le sens. Et ce sont ces représentations-là, c'est-à-dire les faits, quand on dit illéité, c'est le fait d'île, ce qui fait les caractéristiques de l'île, mais dans toutes ces représentations sociales qui ont été forgées par l'histoire, par la géopolitique, par l'économie du pays, par les relations avec les pays voisins, proches ou lointains. Et donc, tout ça, en fait, nous a amené à avoir des représentations de nous-mêmes dans notre rapport à l'île, dans son paysage, mais dans notre manière d'habiter l'île aussi, puisque nous n'avons pas habité l'île. Habiter l'île a commencé dans ce système de plantation. Je ne vais pas m'étendre, je suis désolée, je parle trop. Et donc, et c'est ça qu'on appelle l'illéité, c'est-à-dire tout cet ensemble de représentations que nous avons de nous-mêmes dans notre rapport à l'île. Je donne un tout petit exemple. Par exemple, je vais dire la notion du grand et du petit. D'accord ? On est souvent, dans notre vocabulaire, on va souvent un peu, en tant que réunionnais, hein, on va souvent appeler, on est dans la dialectique du grand et du petit. Nous sommes évidemment dans la dialectique du maître et de l'esclave, qui est, je pense, toujours, d'autant plus aujourd'hui réactualisée, réactivée en tout cas. Bon, il n'y a pas que ça, je veux pas, ne retenez pas que ça, hein. Il n'y a pas que des choses négatives, puisque l'île est marquée aussi par tout un imaginaire. Voilà. Donc, je vais terminer ma présentation en disant que dans cet axe de recherche, les questions précises, concrètes sont: en quoi les œuvres, leurs formes, font-elles part de cette relation, c'est-à-dire de la relation de l'humain au paysage et inversement? Comment les représentations et les expressions sensibles témoignent de ce processus géographique d'interaction régionale. Ce que je disais, qu'à partir du moment où on habite une île, on ne peut pas vivre en espace clos. D'emblée, on a établi des relations. Donc, c'est entièrement faux de dire que nous sommes des gens renfermés sur nous-mêmes, hein, puisque nous avons toujours été en relation avec l'autre. Alors, ça, c'est mon point de vue, hein, que je défends. Comment les représentations de l'insularité, de l'illéité influent sur les expressions et les génèrent? Les œuvres en retour nous informent-elles sur nos manières d'habiter un espace insulaire? Voilà. Donc, je vais peut-être terminer là-dessus, juste vous dire, et puis on pourra discuter après. J'ai, pour illustrer mon propos, j'ai choisi en fait une reproduction d'une œuvre picturale de Bernard Tillom, que j'adore. En fait, j'adore ses peintures. Bon, moi, c'est une peinture qui fait référence plutôt au 19e siècle, à l'art du 19e siècle, qui entrecroise plusieurs mouvements du moment: romantisme, dont avec la part du pittoresque, d'accord, mais aussi l'impressionnisme, toutes les recherches sur le paysage qui caractérisent la deuxième moitié du 19e siècle plus fortement.
D'accord. Et je voulais vous montrer ça, justement, c'est parce que au niveau de la pratique plastique artistique, tout le 19e siècle, en fait, a fortement influé sur nos manières de faire de l'art. On va dire très rapidement, il y a d'abord des expressions artistiques et culturelles qui sont nées dans les champs d'habitation, dans les terrains d'habitation, par le chant, par la musique. Ensuite, très vite dans le religieux, je dirais, par les temples, en fait, les chapelles, les édifices religieux. Mais très vite, en fait, il y a le musée Léon Dierx, il y a le Muséum d'histoire naturelle, et nous sommes vraiment formés, pour ne pas dire formatés, par le 19e siècle. C'est-à-dire toutes les peintures. Léon Dierx a une grosse collection. Donc, c'est là pour laquelle j'ai choisi Bernard Tillom et qui fait tout un travail en fait sur le paysage sur le paysage rural, d'accord, de Saint-Joseph, voilà. Et puis alors comment en fait il emprunte des formes qui ne sont pas en fait spécifiquement, mais qui sont issues de croisements de pratiques picturales européennes et françaises, occidentales, mais pour représenter la ruralité ici sur le territoire insulaire. Je vous remercie, je pense que j'ai été un peu trop longue. Merci beaucoup. Alors, je vais poursuivre parce qu'effectivement, le temps file et je vais être beaucoup plus brève concernant l'axe 2. Mémoire, histoire et créolisation India-Océane. C'est toujours un petit peu compliqué de présenter comme ça l'idée sous-jacente à un intitulé, et notamment un axe de recherche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est à la fois un point de convergence, parce que de recherche, en fait, émane comme ça de plusieurs mouvements. Un regard posé sur la création à La Réunion, un ensemble de recherches effectuées par les enseignants, chercheurs, mais surtout aussi vos productions. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est à la fois un point de convergence, mais c'est surtout un point de départ. Mémoire, histoire et créolisation India-Océane. La créolisation India-Océane fait écho notamment à l'ouvrage, ce court essai le court essai rédigé donc par Françoise Vergès et Jean-Claude Carpanin-Marimoutou, paru donc en 2005, et sur lesquels ils reviennent sur cette notion de créolisation très à la mode, un peu galvaudée même, dirais-je. Et en fait, ils partent, le projet en lui-même se fonde sur un constat, et donc je reprends, je cite donc, « Nous étions un peuple parlé par d'autres, notre espace était occupé par des représentations dans lesquelles nous ne nous reconnaissions pas. » Et donc, il se propose à partir de là de répondre à un certain nombre de questionnements sur la société réunionnaise et d'enraciner enfin un discours sur la Réunion dans une perspective, une voie et un lieu d'énonciation réunionnais réapproprié. Donc, c'est en faisant écho à cette publication que j'ai choisi donc cet intitulé. Et puis, effectivement, on n'habite jamais sans être habité, qui est issu cette fois-ci d'un texte publié par Julien Piron et qui est une réflexion sur la pensée de Donna Haraway, notamment sur l'ouvrage « Vivre avec le trouble », et où elle va évoquer notamment ce rapport au temps et l'épaisseur du temps présent. Moi, c'est ça qui m'a intéressée et qui va donc être comme ça un point d'appui pour l'axe de recherche, c'est-à-dire
la question de l'épaisseur du temps présent et l'articulation, quelque part, du passé, du présent et de l'avenir. Donc, pour résumer, l'axe propose de sonder l'épaisseur du temps présent afin d'interroger l'écosystème culturel de l'île en portant donc un regard sur la construction des récits et ce qui en a été évacué pour révéler sa dimension cachée, l'espace souterrain et sous-marin, les interstices, les marges. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire la dimension presque archéologique comme ça du paysage. Et en fait, ce que j'entends par là, c'est que le paysage n'a pas qu'une dimension spatiale, mais également temporelle. Et donc, je reprends un petit peu l'idée, cette idée que la mer est une archive. On pense à Paul Gilroy, un Atlantique noir, mais Françoise Vergès a aussi développé cette idée, la mer est une archive. Et pour moi, la Terre est également une archive. Donc voilà, l'idée, c'était de vous donner un petit peu le ton de cet axe de recherche qui propose de travailler à partir de l'inscription des corps dans les lieux pour interroger donc, le rapport des artistes et des individus au territoire, en l'occurrence la Réunion, mais plus globalement l'India-Océanie. Les deux perspectives, en tout cas les premières, il y en aura certainement d'autres, c'est la question de la mémoire des lieux et de la mémoire des corps. Voilà deux perspectives qu'on pourra envisager, notamment à travers les pratiques artistiques qui s'appuient sur les sources écrites, iconographiques, orales encore, et qui contribuent à réécrire l'histoire. Mais aussi les pratiques corporelles, voilà, la performance et cette question de mémoire incorporée. Donc le paysage est ici envisagé comme un processus dont il faut analyser les phénomènes et les dynamiques dans une transhistoricité. Voilà pour ce que je tenais à vous dire concernant cet axe de recherche. Merci. À mon avis, il faut échanger peut-être avec la salle sur les deux axes. Puisque c'était l'objectif aussi, c'était d'échanger. Donc, j'imagine que vous avez des questions sur les deux axes. Si vous avez besoin de précision, etc., allez-y. Peut-être aussi, j'ai juste oublié de dire quelque chose d'important. J'ai choisi une photographie du projet de recherche de Coralie Udéric. C'était pour vous montrer à quel point, finalement, justement, je parlais de points de convergence pour constituer cet axe, à quel point voilà, vous êtes complètement partie prenante, justement, dans ces réflexions avec la démarche entreprise par Coralie et ça revisite comme ça du patrimoine réunionnais à travers son histoire personnelle. Voilà. Si vous avez des questions, Oui, merci. Ouais. Moi, ma question, ce serait pour nous, du coup, étudiantes et étudiants, quelle démarche on peut faire pour participer à la recherche je ne sais pas. Vous voulez répondre à la question? Vu que c'est, en fait, vous pouvez vous inscrire dans un des deux axes. Voilà, moi, je veux bien parler, moi. Vous m'entendez, là, quand même? C'est qui veut parler? Jean-Marc. Jean-Marc. Tu veux répondre, Jean-Marc? Ouais, je vais essayer. Merci. Je pense que du fait que Diana ait choisi, par exemple, cette image pour accompagner son axe de recherche, c'est parlant de ce en quoi les étudiants peuvent participer. C'est-à-dire que je pense que ce que proposent les deux axes de recherche que propose Apilab, ça permet de conscientiser davantage et de donner des pistes de recherche
pour vos travaux en second cycle, pour les quatrième, cinquième essentiellement, et aussi les troisième et seconde, je pense que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui peut les dynamiser et les inscrire dans cet axe de recherche. C'est tout. D'autres questions? Les manières de participer aussi, je pense. Alors là, peut-être que ça va être un peu juste, mais en fait, quoique vous avez pas de participation concrète, nous sommes en train de travailler, en train de récolter en fait des articles d'artistes chercheurs, d'enseignants théoriciens, mais nous avons fait l'erreur d'avoir oublié en fait d'adresser cet appel article aux étudiants du second cycle. Et Si donc, ça a été fait. non, enfin, quand je dis nous avons fait l'erreur, nous avons oublié quand nous l'avons envoyé début juillet, je dirais. Donc là, Vous êtes en vacances? bon, non, mais je sais, mais bon, c'est pas pour me sentir coupable, hein, c'est pas ça. Mais bon, donc on vous a envoyé l'appel à contribution il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Mais vous avez quand même jusqu'au 31 octobre pour ceux et celles qui veulent proposer un article. Cet article, je dirais, il est complètement ouvert. Ça peut être fait à la manière très universitaire, mais c'est complètement ouvert. Enfin, la forme, elle est ouverte, hein, je dirais, spécifique justement de la recherche en art. Ça ne peut être que des visuels, ça peut être un texte d'ordre de différents statuts, en fait. Donc pas forcément statut de recherche fondé sur la rigueur scientifique, d'accord, bon, présentant de l'intérêt évidemment. Et puis, il y aura certainement, mais ça, on ne l'a pas encore, on ne l'a pas encore assez travaillé entre nous, je dirais qu'à moyen terme, une participation en fait des étudiants qui sont en master, en cycle 2, au sein même en fait des événements que nous mettons en œuvre, que nous voulons. Enfin, on va continuer parce qu'énormément d'enseignants l'ont fait avant nous, c'est-à-dire participation soit à des séminaires, soit à des tables rondes, soit à des colloques, donc aussi bien à des expositions, aussi bien dans la partie organisationnelle que dans la partie de participation recherche même à proprement dite. Hein. Voilà. Bon, bonsoir. Je voudrais savoir par rapport au magazine Magma, notre participation, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous attendez de nous en tant qu'étudiants, en tant qu'artiste plasticien? Voilà, merci. Zoé, est-ce que tu viens d'entendre ce que Colette Pugnat a dit? Tu as bien entendu? Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? À moins qu'il y ait besoin de précision, mais je pense que c'était assez précis. De quelle façon on s'entretient avec vous? On a besoin d'être éclairé sur une manière d'écrire universitaire. Et si on n'en a aucune idée, enfin, je veux dire, vous disiez, on peut avoir une approche universitaire dans notre texte. Je réponds encore, hein, je suis désolé. En fait, c'est une question super intéressante, je vous remercie de la poser, parce que sans doute que le préambule sur qu'est-ce que c'est que la recherche dans nos écoles d'art, et quand j'ai dit on peut délivrer du niveau master parce qu'il y a une recherche, ça n'induisait vraiment pas le fait qu'il faut écrire universitaire.
Alors, si vous en avez le désir, moi, je vous invite à éventuellement vous inscrire dans des cours en fac, mais c'est sans doute pas dans notre école. Je regarde Cédric, entre autres, comme ça, tout de suite, que vous allez trouver des compétences. Bon, elles sont là, hein, mais en tout cas, ce n'est pas l'objet de notre école de fournir des enseignements sur une façon universitaire. Là, je regarde Mounir, mais je ne pense pas qu'il y en ait une. On n'a pas de HDR ici. Donc voilà. De toute façon, on n'a pas d'HDR. Donc, je suis désolé, mais ce n'est pas forcément le meilleur endroit. On peut faire semblant, hein, c'est possible. Emma, attends, je suis désolée, je ne devrais pas... rappelle-moi ton prénom, parce que je te connais depuis longtemps. Amélie. Tout à l'heure, je disais, notamment pour les articles dans la revue Magma, le texte pouvait avoir pas forcément un statut seulement universitaire, d'écrit universitaire. Je caricature avec les notes de bas de page, avec... Enfin bon. En même temps, c'est de la réflexion qui est menée, hein. Mais les textes peuvent être de tous ordres. J'ai juste envie de vous donner une petite, encore une citation pour qu'on comprenne peut-être, en tout cas moi, ce par quoi j'ai été formée, puis ce en quoi je crois dans la recherche en art. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on pouvait être critique par rapport à ce que disait Mounir. J'aime bien te titiller, je suis désolée. Mais alors, donc ça, c'est Ignace Meyerson qui dit à un moment qu'un art, comme une science, se développe quand il se pose des problèmes et rencontre des difficultés. Les œuvres d'art sont des solutions incomplètes de difficiles questions. Alors, j'ai envie de dire qu'après, on écrit par rapport à ça. Donc ça, c'est la recherche en art et qui fait pont avec n'importe quelle recherche dans n'importe quelle autre discipline, que ce soit des sciences dures ou des sciences molles. Alors peut-être que les arts plastiques font partie des sciences molles, mais elles sont transdisciplinaires en tout cas. Les arts plastiques, je parle, c'est pour ça que c'est sujet à la recherche, parce que les arts plastiques, par essence, il me semble, est transdisciplinaire. Là-dessus, on répond par des matériaux qui sont des matériaux plastiques, hein, et même, je dirais, les mots sont aussi des matériaux qu'on peut juger plastiques aussi. Voilà, j'ai envie de répondre comme ça. Voilà. Cédric, tu ne veux pas intervenir? Je pense qu'il y a quand même une structuration, hein, dans les attendus. Je parle au niveau du DENSEP. Même si là, la réaction, c'est de dire attention, on n'est pas dans des attendus universitaires. Il y a quand même un plan à construire. Il y a quand même une bibliographie. Il y a quand même un certain nombre de règles qui vous sont apportées là, dans la préparation de cela. Après, la forme que ça va prendre, là, on vous attend en tant que plasticien. Cédric, tu peux peut-être compléter? Oui, bah alors au pied levé, moi comme ça, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'en réalité, je ne crois pas trop moi, à cette division écriture universitaire, écriture qui serait autre, artistique. C'est une des choses que j'essaye d'expliquer aux étudiants parfois, c'est que ça, on se fait parfois une idée de l'écriture universitaire, donc effectivement, c'est le truc très rébarbatif, pas très sexy, voilà, et donc avec des tonnes et des tonnes de références qui s'enquillent. Mais en réalité, ça c'est un cliché de la recherche universitaire. Quand on lit des bons livres écrits par de bons universitaires, on se trouve avec des gens qui arrivent à complètement réinventer l'écriture, à mettre en place des systèmes de verbalisation et de recherche qui sont très singuliers et uniques. Donc, et évidemment, quand on arrive ensuite dans le domaine de l'art, tout ça, ça s'accentue. On se retrouve avec voilà, une écriture qui devient une écriture effectivement pensée, mais qui est une écriture en même temps créative, poétique. Et moi, ce que j'essaye d'inciter à faire au niveau des 4e et 5e années, c'est d'avoir une écriture qui est complètement, ou en tant que possible en tout cas, en adéquation avec ce qu'ils font, avec la recherche plastique qu'ils mènent. Donc parfois, on a des textes qui effectivement vont peut-être des mémoires de 5e année qui vont se diriger vers quelque chose qui pourra ressembler ou qui pourra préparer une thèse.
Mais parfois, on va avoir des mémoires qui vont être des recueils de poèmes, on va avoir des mémoires qui vont être de l'ordre de la littérature, de l'ordre du journal intime. Donc, voilà, c'est vraiment au diapason de chacun, j'ai envie de dire. Voilà, si c'est votre tempérament, effectivement, il est très porté voilà, vers la science, vers une écriture logique, c'est par là que vous irez. Si c'est au contraire pas du tout le cas, vous irez ailleurs. Mais on accompagnera personnellement chacun des étudiants là-dedans, en fait. Donc, il n'y a pas un standard d'écriture aux Beaux-Arts. D'ailleurs, comme je ne pense pas qu'il y en ait réellement un à l'université, même si certains profs essaient de nous le faire croire là-bas. Mais je pense que les choses sont beaucoup plus souples que tout ça. Donc non, effectivement, on ne vous demandera pas d'écrire comme à l'université, parce que simplement, vous n'y êtes pas. Vous n'avez pas le quota d'heures, vous n'avez pas le quota de recherche, vous n'avez pas le quota de bibliographie qui inviterait à faire ça facilement. Mais voilà, nous, on crée d'autres modalités, et puis à chaque fois, elles sont personnalisées. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. J'aurais bien voulu répondre, mais on discutera tous les deux. Je peux poser une petite question? Avec de bière. Au lieu de la recherche à l'école. Au lieu de la recherche à l'école. Oui. Allô? Oui. Oui, c'est Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais revenir sur ce que tu disais, Mounir, quand tu dis que, ou me dis si j'ai mal compris, mais quand tu dis qu'on n'a pas de problème identifié dans la recherche aux Beaux-Arts, en arts plastiques, moi, il me semble qu'on tend à identifier des problèmes, justement. Après, par contre, il y en a d'identifiés, mais pas de… Enfin, je voulais dire… C'est les réponses qu'ils n'ont pas identifiées, il me semble. Enfin, l'idée, c'est justement de soulever des questionnements, de créer du doute, non? Quand je parlais de problèmes identifiés, c'est identifié avec de forts consensus. C'est-à-dire, il n'y a pas d'équivoque sur les termes, en fait. Je veux dire… En science, normalement, on ne peut pas interpréter un thème. Enfin, un thème ou un terme. Donc, c'est un peu ça. On évite un maximum l'interprétation. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire les consensus sont forts, il n'y a pas d'équivoque, alors qu'ici, en fait, on a la possibilité d'interpréter les choses, d'y mettre du sens. Alors que, voilà, dans les sciences dures, ce n'est pas le cas. Sinon, tu fais de la poésie, quoi. C'est ce qu'on va faire. Ouais. C'est ce qu'on fait, ouais. À fond. Non, mais tu fais des métaphores, tu fais de la poésie, mais tu ne fais pas de la science. Enfin, c'est deux domaines différents. Oui, bien sûr, oui, je comprends la nuance. En revanche, moi, j'ai envie d'apporter une réflexion là-dessus et qui est sans doute une réponse en partie, j'espère, à Zoé, qui écoute bien les réponses. Zoé, sur la participation des étudiants, et pas que en second cycle, mais beaucoup en second cycle, se profile dans 2-3 semaines, une semaine intensive à Arques sur le second cycle. En recherche, ce que font bien les scientifiques, c'est qu'ils sont capables d'écrire des rapports, de faire des publications sur ce qu'ils ont découvert, leurs travaux dans les laboratoires. Dans nos écoles, on n'est pas forcément très bon. Ici, je pense qu'on peut être meilleur. C'est-à-dire comment on va rendre compte d'activités de création, de recherche qui ont lieu dans les arcs, lors d'une exposition, dans le cadre d'un site internet sur la recherche, par exemple. Et ça, il faut vraiment que vous pensiez tous que vous avez un rôle à jouer, c'est-à-dire que la constitution de cette mémoire des travaux et la mise à disposition de ces comptes rendus, expositions, éditions, vidéos, tous les travaux que vous produisez doivent rentrer dans le laboratoire et de telle sorte que les étudiants qui vont venir après vous puissent se dire sur cette question, voilà la réponse qui a été formulée en 2022 dans le cadre d'un arc. Ça, je crois vraiment qu'il faut qu'on s'y attache, qu'on s'y attelle, de telle sorte que donc c'est à l'école de vous donner aussi, de vous fournir les moyens de consigner les résultats de cette recherche. Et donc, vous êtes au-delà de Magma, au-delà des éditions du Journal de la Recherche,
ou autres, vous êtes tous acteurs de la constitution comme ça d'un trésor de guerre en termes de recherche. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il nous reste peu de temps. Du coup, peut-être qu'on va finir avec les 2 points qu'on souhaitait évoquer. Le programme éco-critique et paysage en quelques Très mots. rapidement, alors en une seconde. Donc, l'appel de la terrasse, peut-être. Donc, donc ouais, c'est un peu bizarre le truc. Là. Donc, il y a écrit éco-critique et paysage entre la Réunion et le Japon. Vous devez vous demander ce que fout le Japon dans cette histoire. Donc, en fait, c'est mes préoccupations de recherche. En fait, le Japon, donc je me suis permis de tenter de faire un lien entre ma recherche et ce qui se faisait ici, c'est-à-dire à La Réunion, à l'école d'art de La Réunion. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est en partant des 2 axes de Colette et de Diana, trouver un concept, une idée qui puisse intégrer le Japon. Donc, Colette a déjà donné un terme qui est insularité. Le Japon, comme La Réunion, c'est insulaire. Là-bas, c'est des îles, c'est un archipel. J'ai trouvé un autre terme un peu encore plus inattendu, c'est créolisation. Donc, le Japon, c'est un archipel créole. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment discuté. Donc, si vous avez des questions sur ça, vous me les posez directement. Par mail, peut-être. Je répondrai précisément, mais là, on est pressé. Le mardi, mais après c'est vrai qu'il faut peut-être anticiper un petit peu. Nous avons le mardi après-midi de 13h à 15h. Nous sommes en fait avec Mounir, Diana, moi-même et puis d'autres enseignants parfois qui sont là. Nous travaillons à la structuration de la recherche. Ça peut être un moment en fait où si parmi vous, voilà, vous avez besoin de nous rencontrer, en anticipant évidemment peut-être une semaine avant, ça peut être un moment de rencontre je dirais pour des choses, des questions concrètes que vous vous posez ou si vous voulez soumettre des choses. Voilà. Je vais terminer justement avec l'ARC Home Body, puisque c'est précisément à travers les ateliers de recherche et de création que se fait l'articulation avec Happy Lab. Donc voilà, pour répondre à Zoé, vous y participez déjà en quelque sorte. Voilà. Je vais présenter brièvement, on vous a déjà présenté l'ARC il y a 15 jours, et puis évidemment, cet ARC est mené avec Leïla Kiak et Jean-Marc Lacaze qui sont en ligne et donc qui peuvent aussi intervenir, bien sûr. Home Body, je me suis un petit peu amusée à barrer le H et le E suite à la séance de la semaine dernière. Home Body, vous l'aurez compris, on avait réfléchi sur la maison, mais aussi sur le son vibratoire homme, qui serait le son fondateur de l'univers. Et donc, pour le faire simplement, c'est un arc dont les 3 axes sont le corps au sens de corps et esprit, le cœur, dont la question du care, et la maison, le jardin, le monde. Et donc la grande question qui est un peu l'entrée en matière, c'est si le corps devenait le lieu. Il s'agit donc d'envisager le corps comme lieu à part entière,
premier lieu originel, siège de la vie, de l'esprit et de l'imaginaire. Et surtout, vous l'aurez compris, j'ai choisi de garder ce terme de home body pour envisager le corps comme un refuge. Donc c'est de cet espace-là dont on parle et disons ce corps comme une condition de résilience. Et c'est pour ça que j'ai fait référence à Ropicore, justement. J'aurais jamais pensé évoquer une insta-poète en entrée de matière comme ça d'un arc, mais c'est le cas. Alors, ça, c'est la première question qui est posée. L'ouverture, quelque part, de l'arc. Et puis, effectivement, avec les collègues, on y a réfléchi et ils ont contribué, amené leurs apports, puisque l'arc, c'est vraiment l'idée d'un maillage. Et je pense que ceux qui ont participé lors des 2 dernières semaines ont bien compris que vos contributions sont très importantes et que finalement, on va construire cet arc ensemble. Alors, Jean-Marc, lui notamment, a beaucoup insisté sur cette notion de corps-paysage, sur la réciprocité de la relation entre le corps et le paysage. Et donc, proposer également d'interagir avec le paysage. Et puis, on a commencé déjà à prendre soin un petit peu de la maison, en tout cas, à entamer comme ça l'installation voilà, de jardinières. On projette des plantes médicinales. Voilà, certains ont vraiment, sont entrés dans l'action. Ce n'est qu'un début. Voilà. On espère que ça va vraiment prendre forme très prochainement. Et puis, Leïla était très concernée par les questions de décolonisation des corps, justement. Parce qu'il s'agit de voir à quel point notre corps est habité et comment on peut parvenir à déconstruire justement les corps. Voilà, je ne sais pas si vous voulez un petit peu compléter. Et peut-être si les étudiants ont quelque chose à y apporter, parce que voilà, on est déjà en plein dans ces questionnements. L'occasion pour moi d'avoir un peu vos premiers retours. Il y a beaucoup de pistes qui ont surgi, justement. Je peux poser une petite question? Oui. Donc, Homebody, c'était une expo il n'y a pas longtemps. Quel est le lien entre la recherche là, et cette exposition? Comment ça se fait que vous avez choisi le même titre? Est-ce qu'il y a des gens de l'exposition qui travaillent sur le projet? Ou... Tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Tout à fait. L'exposition, et même 2 expositions. Il y avait un premier volet il y a quelques mois. Et là, oui, c'est terminé le volet Homebody 2. Et qui, en fait, était une exposition réalisée par Béatrice Binoche pour la première, et celle-ci par Béatrice Binoche et Anna Vrina. En fait, je suis vraiment partie de cette idée de l'exposition qui posait la question du corps et de la résistance aussi face aux oppressions, la possibilité et l'émergence de tous les corps, quelque part. Et c'est à partir de cette notion-là que je me suis intéressée tout simplement au recueil de poésie de Ropicourt, voilà, que j'ai un peu parcouru et qui, elle, d'ailleurs dans d'autres recueils, évoque aussi les questions écoféministes. Et c'est en cela que je suis venue à proposer un arc qui, en fait, articule les deux, la question du corps et aussi de l'environnement, tout simplement. Je ne sais pas si j'y réponds, Christophe. Oui, merci. C'est Leïla. Vous m'entendez? Oui. Ah. C'est juste pour faire une toute petite note sur cette question de décolonialité qui souhaiterait croiser, traverser les thématiques en marche. On travaille autour de cet arc Homebody parce que Diana disait que j'étais particulièrement concernée par ces questions. Et en fait, je voudrais juste dire que c'est vous, étudiantes et étudiants, depuis 3 ans qui, par la force des choses, par le biais de vos questions et interrogations en cours notamment, m'ont emmené
à m'interroger sur ces questions-là et à me sentir concernée par ces questions-là. En fait, c'est par vous, quoi. Ça vient d'abord de vous. Donc, on se l'est déjà dit, mais en fait, ce sont des approches thématiques, problématiques de pensée, mais aussi d'expérience et d'expérimentation à mener ensemble et à croiser entre vous et nous, quoi. Voilà. Ça veut dire aussi que vous pouvez, vous, étudiantes et étudiants de l'ARC, également, et même on vous y invite à faire des propositions. J'élargis ça à l'ensemble des collègues enseignants, puisque cette année, on n'a qu'un seul ARC, mais qu'il est très clair que il y a des temps de suivi, il y a des temps en dehors du jeudi après-midi où les questions de vos travaux de recherche dans le cadre de l'ARC ils seront accueillis, bien entendu, par l'ensemble des personnes avec qui vous travaillez en suivi. C'est pour eux, hein, je veux dire, c'est pas uniquement ce temps du jeudi après-midi, c'est aussi des choses que vous portez et que vous pouvez questionner à d'autres endroits et à d'autres temps que uniquement sur les 3 personnes qui interviennent sur le jeudi. Oui. Eh bien, nous avons 3 minutes d'avance. Bip, 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 bip. La terrasse va fermer. Je vous invite, pour ceux qui ne prennent pas de bus, qui en ont le Ah, moi, temps, je veux causer aussi. Ah, ben non, c'est fini là. Ben non, t'as dit, il reste 3 minutes. Oui, 3 minutes. Attendez, 3 minutes. Oui. Ouais. Juste pour préciser par rapport à ce qui a été dit, par rapport à l'ARC, pour revenir sur les notions entre pédagogie et recherche qu'a exposé Mounir au départ, effectivement, l'ARC, il y a un truc un peu expérimental là, qui est en train de se poser. Bon, on s'est vu qu'une fois pour l'instant, jeudi dernier. Leïla n'avait pas pu être présente. Il y a vraiment cette idée un peu à l'image de ces jardinières, c'est-à-dire que la pédagogie propose un cadre dans lequel en fait va grandir ou s'aimer ce que les étudiants vont y apporter. Donc c'est vraiment de co-construire comment là je perçois la chose, hein, ce dont on a échangé avec Diana et Leïla. Après ça peut évoluer dans un sens ou dans un autre, mais c'est vraiment co-construire avec les étudiants, ce que disait Leïla, qu'elle est partie des préoccupations des étudiants pour donner une sorte de sous-axe ou d'axe par rapport aux questions décoloniales, entre autres. Voilà, moi, je suis parti plus sur les plantes pour l'instant par rapport aussi à des préoccupations que j'avais vues, que ce soit en DNA ou autre. Donc, c'est vraiment ce qu'on va y apporter. Alors, on ne pourra pas tout traiter non plus, mais ce qui n'empêche pas que je pense en cours d'année, si on peut laisser tomber quelque chose pour insuffler quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment cette idée-là, et je pense que c'est ce qui a été saisi par les étudiants jeudi dernier. Voilà, c'était tout, c'était une petite précision. Oui, Jean-Marc. Je complète avec l'ensemble de la communauté de l'école, puisque j'ai bien vu aussi que les techniciens, que Farouk était impliqué dedans et que c'est hyper ouvert à qui veut participer à comment notre corps dessine notre habit ou notre maison. Voilà. Donc, un grand merci à tous. J'espère que cette séance, cette conférence aura permis d'éclairer. Bien entendu, ça ne se clôt pas là. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des questions, des demandes, le bureau de la recherche, il y a une adresse mail. Vous pouvez adresser à bdr@esa.re. Ça sera partagé avec l'ensemble des participants, enfin des membres du BDR. Voilà.